culture a un rôle de transmission, de découverte, de permettre la compréhension du monde. C'est vraiment un bâtiment unique au niveau de sa conception culturelle. C'est aussi un lieu de réception qu'on pourra louer. Donc je pense que c'est pas anodin de voir ces deux grands lieux qui sont à la fois le quad et la salle d'exposition temporaire, l'un avec des murs anciens et l'autre avec des murs contemporains. À Deauville que notre engagement par le conseil d'administration de la caisse régionale est le plus fort que ce qu'on ait pu faire de l'histoire entière de Crédit Agricole Normandie. La culture contribue à l'attractivité du territoire. Vous avez une ambition très forte et nous sommes très heureux d'y contribuer. En fait, ce lieu, ça rejoint nos deux fils rouges qui sont les territoires et la jeunesse. Donc, je pense que voilà, ce projet nous enthousiasme pour ces raisons. Première société de vente aux enchères de chevaux de course en France, Arcana est aussi solidement ancré ici à Deauville. Si on a des activités ailleurs, l'ancrage c'est néanmoins Deauville. Par le fait, nous sommes fiers de voir le nom d'Arcana associé à la galerie Cheval, faire découvrir l'histoire, la culture, l'esthétisme des chevaux, parce que c'est aussi ce qu'il fait vendre. Pour qu'il aille vite, souvent il faut qu'il soit bon. Ce beau bâtiment qui a cette capacité à se transformer de la production au numérique de demain et aux nouveaux usages et aux énergies renouvelables. C'était essentiel d'être partenaire de ce beau projet. Donc merci à cette ville et merci à toutes ces personnes qui sont passionnées dans ce beau projet. Merci vraiment sincèrement pour cet état d'esprit qui nous permet d'avancer sur votre territoire. Merci pour ce lieu et puis vive notre partenariat et nos partenariats et en particulier cette fois-ci. Monsieur le Préfet, c'est probablement l'émotion qui me fait voir double pour ce qui concerne la jauge.
Voilà, je voulais vous saluer, monsieur le préfet, cher Philippe Courbe. Je sais qu'il n'a pas été facile pour vous de vous libérer. Et je voulais souligner à quel point nous avons une collaboration positive, régulière, quasiment au quotidien depuis quelques mois. Et je pense que ici, en tout cas, le couple préfet-maire, ça marche bien. Merci. Monsieur le député Christophe Blanchet, qui fait lui aussi tant pour notre territoire, monsieur le président de la région Normandie, cher Hervé, monsieur le président du département du Calvados, cher Jean Léonce, qui avaient tous deux la conviction de l'importance de la culture dans notre vie collective, cher Anne Dornano, mon illustre prédécesseur, qui a toujours favorisé mes ambitions en matière culturelle. Son Excellence l'ambassadeur du Qatar, très attaché à la coopération culturelle entre nos deux pays, mes très chères sœurs franciscaines, qui évidemment vivent ces moments avec émotion, monsieur l'architecte, Alain Moati, que j'avais du mal au début, mais maintenant plus aucun à appeler cher maître. Je voudrais saluer également les élus qui m'ont accompagné dans ce projet, tous les responsables d'institutions qui nous ont accompagnés, les donateurs, les mécènes, les prêteurs, les amis de Peindre en Normandie, Jacques Belin et Alain Tapier, le comité scientifique présidé par Régis Debray, que je salue et qui nous livre une magnifique exposition, Dominique Dessaigne, partenaire si important pour la ville de Deauville et son économie. Je ne peux pas tous vous citer. Chers amis, car beaucoup d'entre vous êtes mes amis, qui m'avaient accompagné, soutenu, encouragé à aller au bout de ce projet audacieux qui, je crois, ouvre la voie à la création de nouveaux lieux de vie culturelle. Mais revenons au début. Très longtemps, les stations balnéaires n'avaient pas de politique culturelle municipale. Elles vivaient que 2 ou 3 mois par an, et c'était les casinos qui organisaient la vie culturelle. C'était le concert du samedi soir, le théâtre du boulevard qui tournait pendant l'été, les chanteurs de variété. C'était ça la culture dans les stations balnéaires. Ici, auprès d'Anne Dornano, dès mon élection de maire adjoint, j'ai pu donner libre cours à ma conviction que la culture doit être au cœur de la vie collective. Bien au-delà de l'acquisition de connaissances, la culture participe à la construction individuelle, à l'éducation, au développement de l'imaginaire. Elle crée du lien social et permet la rencontre et permet le partage, de même qu'elle permet la découverte des autres et une meilleure compréhension du monde. Et la compréhension des autres, ça favorise la paix. Bref, la culture est essentielle à la vie collective, quelle que soit l'échelle de la collectivité. Deauville, malgré sa petite taille, mais du fait de sa grande attractivité, est un lieu de rencontre des cultures. Et j'ai très vite pensé qu'elle pouvait devenir un lieu privilégié d'expression et de mise en visibilité de la création culturelle, à la fois pour le bien-être des habitants du territoire et pour celui de ses visiteurs. Monsieur le député, je te salue, tu as une place ici. Voilà. J'ai dit tout le bien que tu faisais pour notre territoire, tu ne l'as pas entendu, tant pis. Mais continue à le faire. Voilà. Donc à la fois pour le bien-être des habitants du territoire et pour celui de ses visiteurs, résidents secondaires ou touristes, car l'expression culturelle, c'est aussi un élément d'attractivité fort pour une ville touristique qui vit précisément de l'attractivité. Le fait vert m'étant donné, ça a été alors le développement d'une saison culturelle composée de spectacles très variés et de rencontres littéraires. Et ce fut ensuite la création de festivals, chacun ayant un concept unique, qu'il s'agisse de musique, de littérature ou de photographie, valorisant toujours les jeunes talents, car en matière de culture, la transmission est tout aussi essentielle que la création. Et en matière de transmission, celui dont nous sommes le plus fiers, je vous en dis un petit mot, c'est le prix littéraire des adolescents. Vous savez, il y a eu une période où on a tous pensé que les ados ne toucheraient plus un bouquin, qui serait sur les tablettes au mieux pour lire, certainement pour jouer. Et donc, nous avons créé ce prix littéraire des adolescents. Aujourd'hui, donc, les ados votent entre 4 livres chaque année, qui nous sont fournis par un sponsor formidable que sont les espaces culturels Leclerc. Et cette année, nous avons ouvert les inscriptions des ados pour voter à 10h du matin
À 16 heures, nous avons été obligés d'arrêter. Nous avions 5400 inscriptions à travers 100 établissements scolaires et un nombre de classes énorme. Donc, c'est très important d'aller au-devant et d'organiser cette transmission. Mais il nous manquait un lieu. Nous produisions dans de beaux endroits, mais à usage unique. Et nous ne maîtrisions pas ces lieux où nous produisions. C'était le théâtre du Casino, c'était la salle Élite-Brignac, c'était le Point de Vue, c'était le CID. Mais nous souhaitions un lieu qui rassemble tous les usages culturels en un seul bâtiment et dans des espaces à vivre, pas seulement un lieu de passage. Un lieu dans lequel le visiteur soit acteur, un lieu intergénérationnel qui relie une médiathèque, un musée, une salle de spectacle, des collections, des fonds, des donations, et qui accueille une offre innovante, un musée numérique, un Fab Lab, dans l'esprit des microfolies, concept génial pour la diffusion de la culture. Et si possible, un lieu ouvert également aux activités réceptives, au-delà de la découverte culturelle, là aussi pour élargir la diffusion, mais aussi pour créer quelques recettes. Après une première tentative de création avortée en 2008, du fait de la crise financière, ce projet que nous avons imaginé entre nous dans un premier temps et en nous faisant accompagner par la suite, allait pouvoir se réaliser grâce, d'une part, à une formidable première opportunité, le souhait des sœurs franciscaines de trouver une nouvelle destination à leur traditionnel lieu de vie, devenu trop grand, et d'autre part à un événement déclencheur, la décision de Nicole Hambourg de nous donner une grande partie de l'œuvre de son mari André à un musée qui la valoriserait. Au total, près de 600 toiles, plus de 3000 dessins et des œuvres des amis des Hambourg, des amis comme Fujita, comme Marie Laurencin et bien d'autres grands peintres du XXe siècle. Deux opportunités exceptionnelles donc pour penser et construire notre projet culturel dans un programme architectural à même de conserver et de réinventer une nouvelle vocation sociale pour ce qui demeure l'un des plus vastes et des plus anciens bâtiments de Deauville. Réinventer le patrimoine, ce fut ici une belle expérimentation pour une mission qui me tient à cœur, d'une façon générale, puisque certains d'entre vous le savent, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe m'avait confié une mission allant dans ce sens, mission sur laquelle nous avions d'ailleurs travaillé ensemble, Monsieur le Préfet, lorsque vous dirigiez le cabinet de la ministre des Territoires. Ce couvent de plus de 6000 m² a été construit 18 ans après la création de Deauville. Les franciscaines, ce fut successivement un orphelinat, un hôpital militaire, une école, puis un lycée professionnel. Dans la continuité de cette histoire, la rénovation-reconversion des franciscaines s'est alors fixé un double défi. Conserver la mémoire du bâtiment, en conservant sa façade et ses espaces majeurs. J'adore la phrase d'Alain Moatti quand il parle de l'écologie de la conservation. Et il en dira probablement quelques mots tout à l'heure. Et puis créer un projet architectural d'aujourd'hui pour accueillir une offre culturelle innovante telle que nous l'imaginions et en rêvions, en intégrant dans l'espace existant l'ensemble des nouvelles fonctions souhaitées. Le concours d'architectes a été lancé en 2014. Il a mobilisé 180 agences et architectes européens de renom. Et c'est votre projet, cher Alain Moatti, qui a su nous convaincre et qui a été sélectionné en juin 2015, tant il répondait à notre commande. Faire en sorte que tous les usages culturels puissent cohabiter de façon transversale, de façon intergénérationnelle, et que ce projet conserve habilement les volumes et l'âme du lieu, tout en créant de nouveaux espaces contemporains. Vous avez rénové les façades d'origine et intégré un signal architectural fort et contemporain, le haut portail. Le plus spectaculaire, et nous l'avons tous ressenti en entrant, c'est la transformation du cloître et de son jardin de plein air en une vaste place intérieure. Une cour lumineuse, majestueuse, chaleureuse, couverte par une verrière et un lustre spectaculaire que vous avez imaginé, Alain, en forme de nuage, composé de 14 285 tubes transmettant la lumière, qu'elle soit naturelle ou électrique. Vous avez transformé la chapelle où nous nous trouvons en une salle de spectacle modulable. Elle a conservé ses vitraux d'origine qui sont classés, que nous avons restaurés, et fait entrer la lumière en journée avec de grandes baies vitrées. Un soin tout particulier a été porté à son traitement acoustique, qui se prête ainsi aujourd'hui à tous les spectacles vivants, et notamment à nos grandes ambitions musicales. Cette rénovation, c'est aussi la construction de nouveaux espaces que nous allons découvrir ensemble. L'un d'eux reprend les formes et les volumes d'un cloître contemporain,
pour accueillir nos expositions temporaires. Et un nouveau bâtiment de 2 étages, nouvellement créé, accueille une double salle d'exposition qui s'y adosse pour présenter et mettre en valeur la donation André Hambourg. Afin de répondre à l'une de nos demandes, qui était d'associer et de juxtaposer pour la première fois des œuvres muséales et des ouvrages de la médiathèque, vous avez imaginé ce que vous appelez le ruban de la connaissance. 2 longues ondulations de mobilier traversant et reliant les 5 thématiques que nous avions choisies en lien avec notre territoire. 5 univers, mémoire de Deauville-Normandie, art cinéma-spectacle, cheval, art de vivre et univers jeunesse, avec une alternance de rayonnage et de supports d'exposition pour organiser et répartir dans les mêmes espaces intérieurs une partie de nos collections, enrichies depuis la donation Hambourg par des acquisitions de la ville et de mécènes, mais aussi de nouvelles donations, notamment celle de Louis Romanet, qui a suivi de très peu celle de Nicole Hambourg. Louis Romanet qui nous a légué la totalité de sa collection privée, qui touche essentiellement le cheval et Deauville, et que je remercie très fortement. Jean-Louis Gouraud, qui nous a légué toute sa bibliothèque consacrée au cheval. Sylvie Gilbert, Sylvie Delanoë, qui nous a légué tous les manuscrits de Paul Delanoë, toutes ces chansons qui ont accompagné nos vies respectives. Nous en possédons tous les manuscrits, et je vous assure que c'est très riche à regarder et à lire. Jean-Gérard Bozio, qui nous a également légué quelques-unes de ses œuvres et puis qui nous accompagne dans les expositions. Vous verrez notamment une sculpture de Armand reprenant les livres et qui évidemment trouve tout naturellement sa place dans notre cloître. Je ne peux pas citer toutes les donations qui nous ont été faites, mais évidemment ça a largement enrichi nos collections. Cher Alain, vous avez mis en valeur également les briques beiges et la pierre meulière d'origine en les soulignant, je dirais en les provoquant. Depuis que je vous ai entendu parler de votre œuvre architecturale, vous aimez bien les ruptures et les provocations, et vous y avez réussi grâce à ces grands aplats blancs ou de couleurs. En recréant de nouveaux volumes, vous avez redistribué la lumière naturelle. Ainsi, les franciscaines sont baignées et traversées par les lumières changeantes de Deauville, que vous avez rendues lisibles à l'intérieur. Et cette luminosité omniprésente frappe tous les visiteurs. Au final, cette reconversion architecturale, respectueuse du patrimoine, se révèle d'une grande modernité et d'une réelle beauté lumineuse. Vous avez réussi cette prouesse, cher Alain, de répondre à notre projet de vie culturelle qui était exigeant, en réinventant et en modernisant un patrimoine tout en lui gardant son âme. Tous, nous vous en remercions. La ville vous remercie, et les sœurs qui s'associent à moi dans ces remerciements, car évidemment, elles s'interrogeaient sur l'avenir de leur lieu de vie et de prière. L'inauguration des franciscaines aujourd'hui, c'est aussi le vernissage de notre première grande exposition temporaire en vue de son ouverture au public le 19 mai. Oui, les musées vont ouvrir le 19 mai. Son titre, « Sur les chemins du paradis », est déjà en soi une belle promesse. Ça a été repris d'ailleurs hier dans un reportage télé. J'ai entendu le journaliste qui a osé qualifier le lieu des franciscaines le paradis de la culture. Vous imaginez la fierté en entendant cela. Cette première exposition, nous l'avons imaginée avec vous, cher Régis Debray, commissaire général de l'exposition, et avec toi, cher Thierry Grillet, notre commissaire scientifique, accompagné par un conseil scientifique associant les spécialistes du christianisme, de l'islam, du judaïsme, Jean-François Colossimo, Jacqueline Chaby et Delphine Orviller, ainsi qu'Aurélie Clémente-Ruiz et Valérie Vesque-Jeancard, spécialistes des grandes expositions, qui nous ont également accompagnés dans cette réflexion préalable. Dans un lieu marqué par son histoire religieuse, cette exposition originale commente pour la première fois les approches respectives du paradis des 3 religions du livre. Manuscrits, peintures, photographies, installations, vidéos, vous verrez, objets d'art, ce sont plus de 90 œuvres venues des plus grands musées et collections privées qui nous font voyager. Des œuvres du 3e millénaire avant notre ère, jusqu'à des créations très contemporaines de Pierre Gilles ou Bill Viola, en passant par des enluminures du 8e siècle, le tout inspiré par l'idée du paradis. En un temps où l'actualité réveille des fanatismes religieux qui troublent notre perception de la foi, cette exposition est aussi un éloge de la tolérance, du respect et de la cohabitation de toutes les religions. Elle contribuera, je l'espère, à une compréhension partagée de nos croyances et de nos convictions.
Merci aux mécènes et aux partenaires qui nous ont aidés à financer cette exposition et dont vous avez vu tout à l'heure les noms. Grâce aux donations de Nicole Hambourg, le musée André Hambourg, avec ses 2 salles superposées, présente de façon permanente sur 300 mètres carrés les œuvres du peintre. Elle dialogue ponctuellement avec des œuvres des peintres aimés ou amis d'André Hambourg, qui a peint comme eux en Provence, à Venise, au Maghreb, à New York et évidemment beaucoup en Normandie. Nous nous réjouissions d'inaugurer ce musée avec Nicole Hambourg. Sa disparition mi-novembre nous en a empêchés, mais avant de nous quitter, Nicole a pu mesurer ce que serait l'écrin de mise en visibilité de l'œuvre de son mari, et elle en était très heureuse. J'ai aimé développer ce projet avec elle, et j'ai en ce moment une pensée très émue pour elle. Je salue Mathieu Hambourg, son neveu, et Philippe François, le secrétaire général de la Société des Amis d'André Hambourg, qui porte aujourd'hui la mémoire et l'œuvre d'un peintre humaniste dont la donation a trouvé une place de choix aux franciscaines. Aux franciscaines, en Normandie, nous disposons également de la collection Peindre en Normandie, initiée par la région Normandie il y a quelques décennies, sous la direction artistique d'Alain Tapier. J'aurais pas dû dire quelques décennies, Alain, parce que ça indique ton âge. Elle est constituée de près de 200 œuvres, 200 tableaux réalisés en Normandie par quelques peintres quelque peu connus, Monet, Courbet, Boudin, Géricault, Dufy, Bonnard et autres. Une collection magnifique, conservée et gérée par l'association Peindre en Normandie que préside Jacques Belin. Et l'ensemble de ces tableaux sont déposés pour 10 ans aux franciscaines, avec la bénédiction du président de région, que je remercie une fois de plus pour ce sujet. Et c'est désormais une composante majeure des œuvres exposées, vous pourrez le constater en vous promenant tout à l'heure. Et puis nous allons donner évidemment le meilleur de nous-mêmes pour que cette collection trouve ici un nouveau cadre d'exposition et une nouvelle visibilité. J'en profite pour dire que c'est terrible, comme beaucoup de responsables de collection ou propriétaires de collection s'assoient sur leurs œuvres sans avoir cette préoccupation essentielle de partager. Ici, c'est une de nos ambitions, partager la culture. C'est aussi l'objectif de ceux qui gèrent cette collection. La photographie est aussi une composante importante des collections des franciscaines. Notre collection photographique, initiée en 2007, rassemble maintenant plus de 1200 images, essentiellement contemporaines. 53 d'entre elles sont déjà exposées dans les univers thématiques. Et cette magnifique collection, qui s'enrichit chaque année, sera, au fil des mois, partagée et valorisée dans nos espaces d'exposition modulables. Créé en 2010, notre festival Planche Contact, dont je salue la directrice artistique Laura Serrani, est le temps fort de notre politique photographique. Et il va, dès cet automne, évidemment, investir, lui aussi, les franciscaines avec de nouvelles commandes produites lors de résidences photographiques. Ce festival, qui a un concept unique, car c'est le seul festival qui n'expose que des créations destinées au festival, nous permet, dans des négociations avec les photographes, les plus grands photographes internationaux, nous permet d'enrichir chaque année nos collections de quelques dizaines d'images. Les franciscaines offrent plus de 100 000 livres, CD, DVD, revues, jeux de société. Un quart sont en consultation dans nos espaces de lecture, tandis que plus de 80 000 en réserve restent accessibles sur réservation. Aux franciscaines, les livres sont partout. Les romans sont accessibles au réfectoire, les ouvrages en lien avec nos expositions dans la galerie latérale du cloître. Et partout, sur 3 niveaux, dans nos différents univers, les livres sont mis en avant, dans une répartition singulière, dynamique et très attirante. Les équipes de Gwenaëlle Lancelot ont fait un travail remarquable de ce point de vue. Les franciscaines, c'est aussi l'après-midi et en fin de journée une programmation inventive qui se prolonge dans des formats inédits. À l'issue de leur spectacle ou de leur concert, les articles du spectacle partagent leurs univers littéraires et visuels, tandis que des écrivains témoignent de leur relation à la musique ou à la peinture. La chanson et la danse y déclinent des rendez-vous inédits, sous forme de conférences chantées ou dansées. On va aussi commenter l'actualité avec de grands témoins, tandis que les multiples facettes de Deauville vont se partager autant avec des conférences qu'avec les dispositifs numériques d'aujourd'hui. Chaque exposition donne lieu à une riche programmation parallèle. Les écrivains sont invités à dialoguer avec leurs lecteurs, et en lien avec notre fonds Cheval labellisé Pôle associé de la Bibliothèque nationale de France, nous allons rencontrer au festival les meilleurs écrivains et les historiens du cheval. Pour partager ce projet culturel avec les publics proches ou éloignés de la culture, une équipe de médiation s'est constituée. Elle propose tour à tour, et en soulignant leurs rebonds et complémentarités,
des ateliers et des temps de sensibilisation à la peinture, à la création littéraire ou à l'exploration commentée du théâtre ou de la danse. En cette 21e année du 21e siècle, le parcours du visiteur, jalonné de dispositifs numériques, vous le verrez, le rendra acteur de sa visite et de ses coups de cœur. C'était un de nos objectifs. Ainsi, chaque visiteur pourra créer sa propre exposition sur une table numérique, exposition renvoyée sur les écrans visibles par les autres visiteurs. Les plus jeunes visiteurs sont attendus au Fab Lab et au dispositif ludique de la microfolie, pensé et élaboré avec le Parc de la Villette, dont je salue les représentants et la directrice générale ici, et son président Didier Fusillé, qui fait tant pour rendre la culture accessible à tous. Et notamment grâce à ce musée numérique qui fait en sorte que la culture aille vers ceux qui n'ont pas la possibilité de venir à elle. Ainsi, aux franciscaines, l'offre culturelle est-elle globale et décloisonnée? Elle est aussi interactive et intergénérationnelle. Seul ou en famille, on peut, dans un même bâtiment, visiter des expositions, lire face à des œuvres, explorer nos collections sur écran numérique, visionner des films, assister à des conférences, puis à des concerts ou à des spectacles, en prenant le temps de consulter la presse, de se restaurer, de se retrouver autour d'un café ou de trouver dans notre boutique des livres ou des cadeaux inspirés et inédits. C'est fortement souhaité, le passage à la boutique. 6 jours sur 7, sur des horaires d'ouverture adaptés à la temporalité de Deauville, en semaine et le week-end, la lecture, les visites d'expos, les concerts et les spectacles vivants vont dialoguer, rebondir et faire vivre en les réinventant les mêmes espaces au fil d'une même journée. Ce chantier, lancé en janvier 2018, aura connu un déroulement inédit, en surmontant, au-delà des aléas habituels, 2 confinements sanitaires. Portés par la ville de Deauville, la rénovation et la réinvention des franciscaines ont reçu le soutien financier de l'État à travers l'accompagnement de la DRAC. Je salue Madame Frédérique Bourrat, qui est présente aujourd'hui. Le soutien important du Conseil régional de Normandie. Alors le Conseil régional actuel, parce que le précédent, il avait été très pingre, dans la mesure où il privilégiait plutôt la politique que le projet. L'actuel préfère les investissements structurants plutôt que le saupoudrage clientéliste. Merci Hervé. Le soutien actif également du département du Calvados, cher Jean-Léonce Dupont, qui s'est engagé aussitôt que je le lui ai demandé et pour ce beau projet. 3 partenaires publics, l'État, le Conseil régional, le Conseil départemental, qui ont adhéré très tôt à ce projet et l'ont fortement soutenu. Merci à vous. L'ambition des franciscaines vise à renforcer l'attractivité et l'ambition culturelle du territoire au-delà des frontières deauvillaises et normandes, s'inscrivant pleinement dans les axes de la politique culturelle de la région Normandie et du département du Calvados. C'est en effet une démarche complémentaire des établissements existants. La singularité du projet des franciscaines s'affirme à la fois par un positionnement culturel novateur à travers la fusion musée-médiathèque et lieu de vie culturelle, par la création d'un département photographique et d'un espace permanent dédié à la photographie, et plus particulièrement à l'identité des territoires et les portraits de ville, et il n'y en avait pas en Normandie. Enfin, un lieu d'expérimentation numérique privilégié au service des outils de médiation culturelle, au service de publics cibles qui vont du local à l'international. Ces publics sont multiples. C'est les résidents permanents du territoire de proximité. Le bassin intercommunal représente à peu près 20 000 habitants. Et secondaire, car à ce moment-là, nous avons un territoire qui accueille 110 000 personnes. Et les résidents du bassin de vie, qui constituent l'estuaire de la Seine et le cœur de la Normandie, la population francilienne, qui vit à Deauville en partie les week-ends ou en court séjour, fréquemment renouvelés, et les touristes et Français internationaux, et le public du tourisme d'affaires, qui est souvent à la recherche, ainsi que ses organisateurs, à la recherche de lieux atypiques pour organiser des manifestations durant les congrès ou les séminaires. Les collectivités territoriales ne pouvaient donc que se réjouir de ce renforcement de l'attractivité de notre territoire. Les franciscaines ont également reçu l'adhésion et le soutien de mécènes privés dès la construction, les mécènes bâtisseurs. Le premier d'entre eux a été le Crédit Agricole Normandie et la Fondation Crédit Agricole Pays de France, qui nous ont soutenus d'emblée. Arcana, qui a vite compris à quel point ce lieu valorisait l'objet de sa passion et de son activité, le cheval. La Fondation du patrimoine, avec le soutien de la Fondation Total. L'État du Qatar, dont je salue Monsieur l'ambassadeur, qui a montré à quel point il était attaché à la coopération culturelle entre nos deux pays. La Fondation d'entreprise Engie et EDF. Je remercie chacun de ce soutien essentiel à l'existence des franciscaines et j'espère qu'en découvrant ce lieu de culture exceptionnel,
de nouveaux mécènes s'engageront à nos côtés, certains s'étant déjà manifestés. N'hésitez pas. Enfin, je remercie les 38 entreprises, dont 24 entreprises normandes, qui ont œuvré et donné le meilleur d'elles-mêmes sur ce chantier, dans des conditions évidemment très difficiles. Après un chantier hors norme, les franciscaines ouvrent ses portes et devraient marquer, au-delà de l'histoire de Deauville, la conception des lieux de culture et d'exposition pour l'avenir. Pour terminer avec les remerciements, je voudrais insister sur le fait que les franciscaines, c'est aussi, depuis le lancement du projet, une équipe compétente, engagée, enthousiaste, qui a construit le projet pas à pas, avec Véronique Bournet et Isabelle Patry, mes maires adjointes à la culture et au bâtiment, avec Laurent Bélanger, le directeur général des services, et les membres de notre comité de pilotage, accompagnés par le cabinet AP Culture, avec lequel nous avons fait un travail très très riche, dirigé par Béchir Souid, qui est ici aussi, et une équipe aujourd'hui menée par Caroline Clémençat, directrice générale de l'EPIC, qui fait vivre le lieu, assistée de Philippe Normand, directeur culturel, et de Gwenaëlle Lancelot, directrice de la médiathèque, qui avait le droit, elle aussi, de devenir impatiente, parce que non seulement elle attendait ce projet, mais elle avait attendu le précédent que nous avions interrompu en 2008, donc elle est directrice de la médiathèque depuis 2004. Chère Gwenaëlle, ça y est, ça ouvre. Tous ceux qui ont visité les franciscaines en avant-première m'ont dit combien ils admiraient le travail accompli par cette équipe. Et certains d'entre eux ont tellement admiré ce travail et découvert ce travail avec Caroline Clémençat qui présentait les visites préalables, et bien certains d'entre eux ont décidé de fonder une association des amis des franciscaines. Et si vous avez envie de vous engager avec eux, vous êtes évidemment les bienvenus. Pierre-Alain de Malrel, son président, est ici présent, ainsi que quelques membres du bureau. Une trentaine de personnes travaillent ici au quotidien en mode projet, car c'est notre mode de fonctionnement, même si c'est très rare dans les collectivités publiques, le fonctionnement en mode projet, n'est-ce pas, monsieur le préfet? Et sans oublier, évidemment, les bénévoles passionnés de culture, qui sont déjà une cinquantaine à offrir leur aide. Je sais que dans sa totalité, l'équipe des franciscaines est impatiente de vous accueillir pour vous surprendre et vous émouvoir. Il lui tarde de partager avec vous une offre culturelle foisonnante et réjouissante qui vous donnera envie de passer vos journées et vos soirées aux franciscaines. Une trop longue parenthèse, due à la crise sanitaire, est en train de s'achever. La culture a été mise à l'arrêt, les artistes et le public ont été trop longtemps privés d'expositions, de spectacles et de richesses culturelles. Je me réjouis comme vous que l'ouverture des franciscaines s'inscrive précisément dans ce moment de réveil et au moment de cette renaissance culturelle tant attendue. Merci à tous de nous avoir accompagnés et aidés à réaliser ce qui était un projet audacieux et qui est devenu réalité. Plus que jamais, le monde et les cultures vont se rencontrer à Deauville. Une raison de plus, que l'on soit visiteur ou habitant permanent du territoire, de vivre Deauville avec bonheur. Bonjour à tous, merci Philippe. Merci d'avoir créé cette situation d'abord pour inventer ce lieu, parce que évidemment, avant de faire de l'architecture, il nous faut un territoire. Et ce territoire, je connaissais mal Deauville en arrivant, en répondant au concours. Et lorsque je suis arrivé la première fois dans les franciscaines, je me suis dit, il y avait sûrement des mots secrets qu'il fallait révéler, évidemment, des prières qui ont été faites ici, et ici même, donc la scène a remplacé l'autel, comme on peut le voir, et c'est ces transformations-là qu'on a voulu porter, mais aussi de préserver cette mémoire du lieu, parce que finalement un projet se révèle, et le projet des franciscaines était celui-là, entre l'abondance de la mémoire et toutes les folies de la création. Donc c'est évidemment ces deux entités qu'il faut tirer, ces deux entités qu'il faut préserver, de manière à faire ce que j'appelle, et que je cherche dans tous mes projets, la mémoire du futur, c'est-à-dire que nous bâtissons aujourd'hui quelque chose qui a la chance peut-être de devenir la mémoire de demain, et que d'autres porteront. Nous sommes que des passeurs, et à ce titre-là, il est très, très important de comprendre cela pour pouvoir faire un lieu qui appartienne à tout le monde.
Il y a beaucoup de lieux, il y a beaucoup de moments dans la ville qui n'appartiennent à personne. Et ici, j'espère que ce lieu appartiendra à tout le monde. Ici, il y a une place pour tous et pour chacun. Et c'est cela que je pense que portait déjà le programme et que nous cherchons dans chaque projet. Ce que j'appelle aussi le fait de la mise en commun, c'est-à-dire que nous mettons en commun nos connaissances et notre énergie pour bâtir ensemble. Je crois beaucoup que les lieux doivent porter ça. Doivent porter cela, doivent porter aussi un message. Vous savez, dans Internet, il y a ce qu'on appelle l'hypertexte, c'est-à-dire que vous pouvez, à partir d'un mot, voyager dans des paysages, des poèmes, vers d'autres territoires, d'autres outils de la connaissance. J'espère que ce lieu deviendra un hyperlieu qui permet de voyager, de mettre en relation, de mettre en commun, de bâtir une connaissance particulière parce que, au fond, de ne pas séparer les outils de la connaissance que sont les livres, Internet, le numérique, c'est bien ça d'être en commun. On peut vivre ensemble, on peut vivre à plusieurs, on peut se déplacer dans ce lieu à plusieurs et pouvoir faire ce lien entre tous ces médias de la connaissance. Et dans tous les outils de la connaissance, l'architecture et les lieux culturels sont les seuls que nous pouvons faire en commun, ensemble. Quand vous êtes devant un livre, quand vous êtes devant un CD-ROM, quand vous êtes devant Internet, on est souvent seul. Ici, on peut le faire, on peut le faire ensemble. Et je pense que le projet portait ça, c'est de faire les choses ensemble de manière à bâtir une communauté qui est cette communauté de partage. Et je crois que nous avons vécu pendant 1 an cette difficulté-là. Je crois qu'il est temps maintenant de retrouver ce plaisir d'être ensemble. Je voudrais juste dire une chose, je voudrais remercier évidemment toute l'équipe de Deauville, mais aussi Fabio Belzecchi et Gaël Lebrun qui font partie de mon agence, qui ont porté ce projet dans tous les moments difficiles, parce qu'un projet, c'est aujourd'hui, on le voit fini, mais c'est beaucoup de temps passé dans des détails d'architecture, évidemment, mais aussi dans le fait qu'il se réalise comme on a rêvé de le faire, et je crois qu'ils ont été importants dans cette réalisation. Encore une fois, merci à la ville de Deauville, et j'espère que l'avenir dure longtemps, comme je dis souvent, et j'espère que ce sera un avenir merveilleux pour les franciscaines. Merci. Monsieur le préfet, cher Philippe Cour, je partage le plaisir de Philippe de vous avoir à nos côtés aujourd'hui. Monsieur le député, cher Christophe, monsieur le président de région, cher Hervé, mesdames et messieurs les élus, excellences, j'ai naturellement une pensée particulière pour les franciscaines. C'est, je crois, une chance, un honneur, un plaisir, pour ne pas dire un bonheur, que de partager tous ensemble cette journée qui, à mes yeux, est tout à fait exceptionnelle. J'ai souvent entendu dire que le bonheur était dans l'attente. Merci Philippe de nous avoir fait attendre. Attendre pour avoir l'envie, profiter de cet instant au paroxysme de nos émotions. Je devrais normalement vous parler de la politique culturelle, patrimoniale du département, puisque nous sommes quand même dans un pays, la France, et tous ceux qui voyagent au travers le monde le savent, qui a bien dans son code génétique cette dimension culturelle que j'ose affirmer pratiquement unique au monde, et qui se décline en réalité sur l'ensemble de nos territoires. Et le département du Calvados, évidemment, n'y échappe pas, dans une longue tradition. Je pense évidemment à Michel Dornano qui avait lancé, il y a pratiquement 40 ans, l'ODAC, l'Office départemental d'action culturelle, et qui s'est traduit par des actions poursuivies tout au long de ces décennies. Nous avons, c'est vrai, une action importante que nous avons revisitée, notamment au travers d'une idée qu'en fait incarne parfaitement Philippe aujourd'hui, qui est l'idée non plus de la connaissance culturelle, le savoir, l'envie vient d'en haut et se diffuse en bas. En réalité, nous devons nous tourner à l'écoute de nos territoires et nous devons être là simplement en accompagnement,
en facilitant un certain nombre d'actions. Je pourrais vous dire que le département a consacré plus de 20 millions d'euros d'investissement culturel sur ce mandat. Je pourrais vous dire que la crise à laquelle il a été fait référence est un moment où nous savons tous qu'il est difficile pour l'ensemble de la galaxie culturelle. Et nous avons, au niveau qui est le nôtre, essayé de mettre en place ici des aides particulières aux structures culturelles. Nous avons essayé de créer une cellule d'aide et de conseil aux acteurs culturels. Nous avons fait des aides spécifiques au cinéma indépendant. Nous avons une opération résidence d'artistes. Bref, nous essayons de faire passer cette période ô combien difficile. Et donc, après vous avoir longuement exposé la politique culturelle du département, je devrais normalement développer la qualité hors norme de cette commune chère à notre cœur, qui est Deauville. Parce que Deauville est effectivement une commune exemplaire. Deauville est une commune qui, je crois, chaque visiteur peut le reconnaître, développe un souci de la qualité dans tout ce qu'elle entreprend, dans toutes les dimensions de la commune. C'est vrai de la dimension sportive, balnéaire, hippique, culturelle. Et je crois pouvoir dire, pour avoir eu la chance de les rencontrer, que Deauville et les Deauvillais ont la chance d'avoir eu des élus de très grande qualité. J'ai à nouveau une pensée pour Michel qui, entre guillemets, a peut-être réveillé à un moment donné la belle endormie, a commencé à l'équiper d'un certain nombre d'installations structurantes. Je pense en particulier à la piscine olympique. Je pense évidemment à l'accessibilité qu'il a développée, notamment par l'autoroute. Je pense bien sûr à Anne, ici présente, avec qui j'ai eu le bonheur de travailler pendant de nombreuses années et qui a réalisé un investissement d'un centre international dont chacun peut reconnaître, plusieurs décennies plus tard, qu'il est toujours l'un des plus beaux palais des congrès de la France métropolitaine. Et aujourd'hui, eh bien, Philippe écrit une nouvelle page, apporte une dimension, j'ose le dire, enthousiasmante, pour ne pas dire époustouflante. Et je voudrais en réalité plutôt axer ce court propos sur, en le regardant et en regardant ses équipes, sur le fait de vouloir, du fond du cœur, lui adresser mes félicitations et mes remerciements. Vous noterez quand même qu'il est assez rare qu'un financeur remercie celui qui lui demande de l'argent. Eh bien, c'est aujourd'hui effectivement chose faite. Je suis, pour ceux qui me connaissent, passionné des territoires et du développement des territoires. J'ai toujours été convaincu qu'il fallait ici un terroir intéressant, il fallait des femmes et des hommes de talent, et il fallait surtout une ouverture permanente à la modernité et à l'anticipation. Eh bien, avec Philippe, nous avons tout cela réuni. Et je voudrais lui dire combien, effectivement, je suis sensible à son action. J'ai toujours vu en lui un entrepreneur. Et pour moi, le mot « entreprendre » est un des plus beaux verbes de la langue française. Parce qu'entreprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas se satisfaire de l'environnement existant, fût-il confortable. Ça veut dire essayer d'oser, d'imaginer, de créer, de faire bouger les lignes. Ça veut dire coaliser des énergies, des expertises, des savoir-faire pour aller jusqu'au bout de la réalisation d'un projet. Philippe est un entrepreneur qui a de l'audace, de la persévérance, de la patience, de la pédagogie. Régis Debray, j'ose utiliser le mot de pédagogie, parce que quand il faut expliquer ici à des administrations, là à des collectivités, qu'il faut aider un projet qui ne rentre dans aucune case, il faut effectivement le sens de l'explication. Et puis, pour tous ceux qui le connaissent, et vous le connaissez tous ici, Philippe est un homme passionné, enthousiaste, et qui sait faire partager cet enthousiasme. Alors, derrière ce projet qui a été résumé tout à l'heure, je voudrais dire deux choses qui me marquent, qui m'intéressent.
D'abord, c'est comment comprendre l'émergence d'un projet qui est en réalité un mélange assez subtil d'idées, de rencontres, d'occasions, avec ici des donateurs, des échanges intellectuels, des contradictions, et qui, avec le temps, des contretemps, évolue pour effectivement arriver à une somme d'idées synthétisées, un concept, et ensuite une réalisation quand on a l'artiste de talent pour pouvoir le réaliser. Et c'est une chose intéressante. Et elle est d'autant plus intéressante qu'une fois de plus, nous le voyons bien pour les territoires, et ce que ne comprennent pas toujours nos concitoyens, les dossiers structurants, les projets structurants prennent du temps. Et nous avons la démonstration effectivement de ce temps de l'élu qui est un temps objectivement si particulier. La deuxième chose qui m'intéresse, c'est que nous sommes dans une période où, vous le savez bien, beaucoup de choses sont remises en cause, des rôles des uns et des autres, et où les élus en particulier sont souvent questionnés, pour ne pas dire plus, questionnés sur leur rôle, leur capacité, leur responsabilité. Eh bien, au travers de ce projet, Philippe, avec tes équipes, je crois que tu peux donner l'envie à un certain nombre de générations nouvelles de savoir qu'ils ont demain, en s'engageant, capacité à entreprendre, à envisager, à imaginer, à créer et à rendre notre environnement ô combien agréable. Et c'est donc un grand merci que je veux faire publiquement à Philippe et à l'ensemble de ses équipes. Pour ceux qui ont déjà visité le lieu, ils ont sans doute remarqué avec quel souci, quelle volonté on a voulu créer un confort visuel, intellectuel, physique, pour qu'effectivement l'utilisateur se sente partout, y compris dans les détails, parfaitement bien. Je voudrais bien sûr remercier l'architecte, Alain Moetti. Des mots ont déjà été prononcés. Je voudrais dire que quelquefois, pour certains d'entre nous qui ont quelques expériences, quelquefois les maîtres d'œuvre, j'ose le dire, tombent dans un délire égotique d'un pur geste architectural bien éloigné d'une qualité d'usage. Eh bien, il me semble qu'Alain Moetti réussit la quadrature du cercle. Il l'a réussi parce qu'il réalise un dépassement qui traduit l'ambition du projet, tout en sachant intégrer, s'imprégner d'une culture locale, d'une lumière changeante du littoral, et en même temps en rendant ce lieu à la fois esthétique, mais surtout fonctionnel. Et c'est une grande qualité, et c'est une œuvre quelquefois assez rare. Et je voudrais donc à ce titre très sincèrement le remercier. Merci encore donc Philippe pour la création de cette nouvelle porte d'entrée culturelle, patrimoniale, emblématique du Calvados. Alors je le dis pour évidemment ceux qui connaîtraient peut-être pas tout à fait toutes les richesses et la diversité du Calvados. Je ne vais pas vous faire la liste entière naturellement, mais c'est vrai que nous avons quelques portes emblématiques. Je veux parler bien sûr, je fais référence au port de Honfleur, je fais référence à la basilique de Lisieux, je fais référence au mémorial de Caen, je fais référence évidemment, mon cher Hervé, à la tapisserie de Bayeux, située près des places de la Liberté. Regardez combien dans ce concentré de territoire qui représente 1/100 du territoire de la France métropolitaine et de la population française, regardez combien sur ce bout de territoire nous avons de richesses emblématiques. Eh bien, oui, vous le savez, le Calvados est une terre d'histoire, le Calvados est une terre de mémoire, le Calvados est une terre de culture, le Calvados est une terre de patrimoine. Eh bien, finalement, au travers de cette très belle journée, quel message d'espoir que de pouvoir dire aux Calvadosiens qu'ils vivent dans un département qui met en perspective les grandes tendances d'aujourd'hui. Respect de l'environnement, qualité de la vie, mélange subtil et réussi du respect de nos racines et de la modernité.
Alors aujourd'hui, pour tout cela, Philippe, je crois que tu peux être, ça ne surprendra pas Monsieur le Préfet, fier et humble. Fier naturellement de ce lieu remarquable, exemplaire, innovant, humble au sens de saint Thomas l'Aquin, qui disait que l'humilité, c'est d'être à sa vraie place, même si c'est la première. Très belle journée partagée à chacun d'entre vous. Bien, mesdames et messieurs, je vais être moins long que Jean-Léonce parce que Philippe, sans que nous n'en parlions ensemble, je m'étais dit, je ne vais pas parler du musée, je veux parler de toi. Donc 2 nécrologies le même jour, ça fait beaucoup. Voilà, ce lieu, M. Moitié, est absolument magique. On a eu la chance et le privilège de le découvrir avant le public. Il y a des ondes et des particules qui fonctionnent bien. Les particules de l'air sont exceptionnelles. C'est un lieu dans lequel il y a une fluidité assez remarquable. Jean-Léonce parlait des architectes. J'ai le souvenir de Valéry Giscard d'Estaing. Je disais à Philippe, qui me faisait l'honneur, quand j'étais ministre de la Défense, de m'inviter à 1 ou 2 petits déjeuners par an. Ça avait été un grand prix dans la République pour les armées, même si ça a été oublié par les Français. Et donc, quand on a décidé de faire Ballard, de regrouper l'ensemble des armées dans un même site, Valéry Giscard d'Estaing avait eu des mots qui étaient de dire « Méfiez-vous, monsieur le ministre, parce que les architectes peuvent être des grands prétentieux. » Et donc, n'oubliez pas la fonctionnalité. Il faut des beaux gestes architecturaux, mais il faut aussi des gestes architecturaux qui s'intègrent dans l'objectif et l'objet qui est prévu. Et donc, bravo, c'est très réussi. 1000 fois, bravo pour ce que vous avez fait. Ce que je voudrais simplement dire, Philippe, c'est dire avec mes mots, on est de très vieux potes, on a fait beaucoup de choses ensemble, te dire que à travers ce que tu viens de faire pour Deauville et ce que tu as fait depuis que tu es maire de Deauville, tu donnes une réponse à tous ceux qui s'interrogent bien souvent sur le rôle d'un élu, sur la fonction politique, sur la capacité d'avoir une ambition. Quand on regarde en fait un département, une région, un territoire d'élection qui est le nôtre, on constate au bout du compte que la plupart du temps, une collectivité, une commune, une intercommunalité se porte plus ou moins bien en fonction d'un sujet, bien sûr, la prospérité, la richesse du lieu, sa capacité de développement inhérente ou intrinsèque, mais d'abord par celui ou celle qui en est à la tête. Vous allez d'un endroit à l'autre et posez-vous la question pourquoi cette commune s'enterre et pourquoi l'autre se développe, pourquoi l'autre prospère, pourquoi celle-ci, au contraire, régresse. Et à chaque fois, la réponse, elle passe souvent par qui est à la tête de la collectivité. Et ce qui est formidable avec toi, c'est que tu as non seulement de l'ambition, l'humilité, en effet, c'est plutôt celle à la saint Thomas d'Aquin, nous sommes d'accord. Tu as de l'ambition, tu as de l'imagination, tu as une capacité de conviction et de persuasion absolument extraordinaire, même à nous sortir beaucoup plus d'argent que ce que nous avions prévu de faire. C'est vrai, mais tu as surtout cette capacité à rassembler et à mettre au bout du compte tellement d'acteurs, quand tu as cité, remercié toutes celles et tous ceux qui ont participé à la construction de ce projet. Et ça, cette capacité de rassemblement, de passion, d'amour des autres, de compréhension de l'altérité qu'on retrouve dans ce lieu, d'ailleurs, c'est ta grande vertu. Et les Deauvillais, donc, ont beaucoup de chance d'avoir eu des élus et des maires successifs qui tous ont eu cette même ambition. Et donc, ce projet, il est assez symbolique de ce que tu es capable de penser, de construire, de bâtir, ce que tu fais à nos côtés, par exemple, au titre de la région, en étant patron de l'agence d'attractivité, ce que tu fais dans ta
dans tes diverses responsabilités, locales, régionales, nationales. Et ce projet-là a du sens dans une ville balnéaire. C'est vrai pour le quasi-Deauvillais que je suis, pour avoir tellement été souvent à Deauville dans ma vie depuis mon enfance, ayant même eu la chance d'être au lycée de Deauville, que le lycée n'a plus voulu de moi à bout d'un certain moment, tellement j'étais bon élève. Mais c'est vrai que souvent dans les villes balnéaires, il manque cet aspect-là. Il manque un équipement culturel très structurant, capable d'ouvrir les fenêtres et les persiennes, d'ouvrir de nouveaux espaces, d'être un lieu d'échange et de construction d'une programmation qu'impose un tel lieu, puisqu'un tel lieu, à partir du moment-là, ça impose de se mettre en énergie et en mobilisation pour être en capacité de le faire vivre. Ça ne doit certainement pas être un bateau portant simplement sur son projet architectural et ses expositions permanentes. Et donc, avoir cette idée-là que, certes, Deauville, ce sont les choses, c'est pas moi qui vais dire le contraire, certes, Deauville, c'est sa plage, certes, Deauville, ce sont ses casinos, ses grands hôtels, cet espace urbain, mais Deauville doit devenir une référence culturelle. Alors, bien entendu, ce n'est pas d'hier, tu as cité quelques festivals, Planche Contact, cinéma américain, festival de musique, etc. Mais bâtir un ensemble comme celui-ci, et en affirmant une vocation culturelle à Deauville, c'était pas forcément quelque chose de très naturel. Et toi, tu l'as pensé, tu l'as réfléchi, et tu l'as bâti. Et tu l'as bâti avec cette belle ambition. Et je te propose simplement une chose, tu l'as dit, mais c'est réellement d'être attentif à ce que ce lieu, d'ailleurs qu'on ne sait pas définir, parce que ce n'est pas une médiathèque, ce n'est pas un musée, donc ce lieu, soit un lieu, en effet, dans lequel un maximum de nos compatriotes vont. Je suis toujours choqué par cette chose-là, c'est que les lieux de culture sont des lieux dans lesquels peu de Français vont, en fait. Moins de 5% des Français vont au théâtre. Les droits culturels, c'est un vrai sujet. Faire en sorte que les milieux modestes puissent accéder à la culture, c'est un vrai sujet. Et c'est encore plus un sujet dans cette période de sentiment de délitement, de cohésion culturelle, cohésion nationale. Et donc la culture est un point de renforcement, comme l'éducation, absolument colossal. Mais vraiment, quand on est à Deauville, c'est peut-être encore plus un enjeu qu'ailleurs. Contrairement à l'image qu'on peut avoir, Deauville n'est pas qu'une ville de personnes favorisées, parce que pour faire vivre un monde touristique comme celui-ci, il faut aussi des collaborateurs pour tout cela. Mais s'il y a bien quelque chose que tu dois faire, et moi je suis, d'ailleurs la région consacre plusieurs centaines de milliers d'euros pour aider des structures qui se lancent dans ces histoires-là, partout où tu pourras permettre à ceux qui, naturellement, ne franchissent pas ces lieux d'y venir, ce sera une contribution complémentaire à ce projet. Et vraiment, je t'invite à en faire une obsession de tous les jours, que ce ne soit pas simplement le lieu des touristes, des résidents secondaires de nos Parisiens qui viennent tous les week-ends, mais que ça devienne un des lieux culturels, non seulement pour le Pays d'Auge, mais aussi peut-être pour toute la région et l'espace historien que tu évoquais tout à l'heure. Et puis, la dernière chose que je voudrais dire pour ne pas être plus long, c'est que, merci des mots que tu as eus à mon égard, mais il y a derrière ça quelque chose qu'on devrait tous en permanence dire. Nous avons besoin, mesdames et messieurs, d'ambition. On a besoin de porter des projets systémiques, capables de créer de la valeur ajoutée, capable de créer les conditions du développement, qu'il soit développement économique ou développement culturel. C'est plus facile de saupoudrer, c'est plus facile de faire plaisir à des élus pour tel ou tel projet, bien sûr important à l'échelle de leur collectivité, mais au bout du compte, là où on nous attend, c'est dans la capacité de porter un projet qui permettra de bâtir les décennies suivantes. Et ce projet-là est un projet qui est facteur de rayonnement, facteur d'attractivité. C'est un projet qui est en capacité, s'il est porté par une programmation exceptionnelle, de devenir un des hauts lieux du rayonnement culturel, au moins au niveau régional ou national. Et compte tenu de
ce que représente et de la renommée de Deauville, ça doit l'être assez facilement. Et donc c'est une belle journée pour non seulement Deauville, mais pour la Normandie tout entière, et même au-delà pour la France tout entière, qu'un tel musée. Mesdames et messieurs, réfléchissez bien. Combien y a-t-il d'inaugurations de ce genre en France? Très peu. C'est très rare en vérité. Combien a-t-on ce genre d'inauguration, mon cher Jean Léonce, en Normandie par an? C'est très rare. Des projets aussi beaux, aussi ambitieux, c'est très rare. Et donc, bravo pour ce que tu as fait. On a besoin de ces projets et c'est une belle année pour la culture en Normandie et dans le Pays d'Auge. Les franciscaines ici. Le musée du temps retrouvé à Cabourg, qui est une magnifique pépite. Et puis David Hockney, qui va bientôt présenter sa plus belle exposition et sa plus grande exposition au monde entier avec cet imaginaire exceptionnel de notre région, avec le mot Normandie. Donc, bravo Philippe. Monsieur le maire qui nous accueillait, monsieur le député, messieurs les présidents du conseil régional, du conseil départemental, Excellences, je salue aussi tout particulièrement Madame Dornano, dont l'action dans cette ville et dans ce département a été longuement évoquée. Et puis également, je salue à titre amical Pierre-Alain de Malré, monsieur le maire, qui va ici faire vivre avec la Société des Amis et des Franciscaines, et puisque nous avons partagé quelques temps professionnels en commun, il y a de cela une dizaine d'années. Alors effectivement, nous sommes un peu nombreux dans cette pièce. Est-ce que c'est finalement pour témoigner de notre impatience de voir les lieux culturels se rouvrir et retrouver finalement une vie normale? Est-ce que c'est pour témoigner de notre amitié pour la ville de Deauville et puis pour celui qui en préside la destinée? Probablement un peu des deux. En tout cas, c'est tout simplement pour assister à l'ouverture d'un lieu qui est un lieu unique, indescriptible, vous avez dit, Monsieur le Président, qui est tour à tour pour le visiteur une médiathèque, une galerie, ici une salle de spectacle ou un auditorium, un lieu de restauration, un musée. Impossible de le dire. C'est un lieu qui est particulièrement hybride. Il est particulièrement hybride, mais il est pétri d'intelligence. D'abord, pour avoir fait ce choix de la médiathèque comme point d'entrée. Une médiathèque ouverte à tous. C'est finalement une sorte de guet-apens bienveillant qui s'ouvre devant le visiteur. On y vient pour lire une revue, boire un café, et puis peu à peu, on se fait séquestrer pour aller plus loin, plus dans la profondeur, regarder les collections, découvrir les expositions et y revenir. En fait, ce lieu n'est pas un lieu que l'on visite, mais c'est peut-être comme ça qu'a été conçu d'un point de vue muséal l'endroit. C'est un lieu dans lequel on a une expérience. Et cette expérience, elle est évidemment amplifiée par les outils numériques, technologiques, qui fait que finalement, on ne visite pas, on devient acteur. Et c'est en raison de la richesse de cet endroit, de son accès finalement simple, facile, que l'État, vous l'avez souligné, a soutenu au travers du ministère de la Culture cet investissement au sens matériel, mais cet investissement de la collectivité en faveur de la culture. Mais revenons d'abord au lieu. Le lieu, il fait mentir le mot de Paul Éluard qui disait que nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses. Parce qu'ici, en fait, tout est lien entre la mémoire de Deauville et la modernité. Le bâtiment, d'abord, on l'a souligné, et je voudrais très sincèrement, reprenons avec d'autres mots ce qui a été dit précédemment par les propos précédents, vous dire, Monsieur Moiti, le succès et la réussite de cet endroit, qui transforme un lieu, le magnifie, mais tout en rendant visible son histoire, que ce soit le couvent, le lieu ici de prière qu'il a été, cette chapelle en est le meilleur exemple. On voit aussi très bien la cour dans laquelle, probablement, qui a été utilisée par l'orphelinat. Ici, tout finalement est révélé et dans le même temps trouve un usage qui est un usage moderne, contemporain.
C'est aussi un lien très fort entre la mémoire de Deauville et la modernité au travers des collections, le fonds mémoriel de la ville, les donations nombreuses qui ont été faites ici, c'est la donation Hambourg, la donation Romanée, qui raconte finalement la riche histoire de Deauville, une ville qui a inspiré les artistes, les peintres, avec sa lumière changeante, puis après la guerre également les réalisateurs, et qui finalement crée ici une longue lignée d'artistes, d'hommes de l'art qui sont venus se ressourcer, reprendre de l'inspiration à Deauville. En fait, on pourrait le dire, il y a une esthétique qui est propre à Deauville. On le découvre, c'est mon cas. Depuis à peine plus d'un an que je suis dans ce département, il y a une esthétique, une sorte de marque de fabrique qui est propre à la ville, qui est un mélange à la fois d'élégance, mais de simplicité dans l'accès, d'exigence, tout en étant bienveillant. Et cette expérience esthétique, d'ailleurs, elle n'est pas propre uniquement à des êtres exceptionnels qui ont pu fréquenter cette ville. Elle est accessible à chacun. On l'a souligné, Deauville est une ville également populaire. C'est une ville dans laquelle il y a 20% de logements aidés. C'est une ville dans laquelle il y a des équipements qui sont faits pour s'ouvrir à tout le monde, que l'on soit résident permanent, habitant en Normandie, ou que l'on soit visiteur d'un jour qui venant dans cette ville. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est dans les gènes de la ville depuis presque, je dirais, plusieurs dizaines d'années. Je ne sais pas si vous avez en tête dans son abécédaire, à un moment donné, ça allait être E. Gilles Deleuze, E comme enfance, Gilles Deleuze, dont les parents avaient ici une maison, évoque les premiers congés payés. Et notamment une jeune fille du Limousin qui vient au bord de la mer et qui découvre la mer à Deauville et qui reste de longs moments devant la mer. Alors on ne sait pas si elle est restée comme ça, prostrée devant la mer pendant de longues heures parce qu'elle découvrait la mer à Deauville ou parce qu'elle découvrait la mer et Deauville. En tout cas, cette ouverture vers tous ceux qui ont besoin de culture, de découvrir finalement quelque chose de différent, est dans les gènes même de cette ville. Et c'est d'ailleurs un des enjeux des mois qui s'ouvrent à nous en termes de politique culturelle. Nous avons vécu, il faut le dire, presque un an de privation de culture. Et d'ailleurs avec des effets parfois un peu paradoxaux, c'est-à-dire que les quelques lieux de culture qui sont restés ouverts ont été surfréquentés. Je prends l'exemple des librairies. Nous étions à Caen avec certains de vos œnologues, monsieur le député, il y a à peine de cela moins d'un mois, et un des libraires bien établi sur la place de Caen, pas très loin de la place Saint-Sauveur, nous disait qu'il avait vu son chiffre d'affaires augmenter de 15 à 30% pendant cette période. Pourquoi ? Parce que privé de lieux de culture, un certain public s'est tourné plus vers le livre. Le pari que nous avons devant nous, parce que je suis certain que les lieux culturels marcheront bien, c'est que dans les mois et dans les années à venir, ce ne soit pas toujours les mêmes, mais un autre public, un nouveau public, qui découvre et profite également de la culture. On a souligné, vous l'avez dit, Monsieur le Président, l'importance de la culture dans notre civilisation et dans notre propre conception de nos valeurs. Et ce lieu, ici des franciscaines, ce lieu très hybride, ce tiers-lieu, finalement, est exactement ce qu'il faut, à la fois pour satisfaire ceux qui sont habitués à la recherche de toujours plus d'expertise, de toujours plus de profondeur, mais également pour ouvrir de nouveaux passages à ceux qui vont en découvrir la culture. Alors, le président du conseil départemental a repris cette phrase de Thomas d'Aquin qu'il m'a appris et que j'aime beaucoup sur l'humilité. Alors, je dirais d'une autre manière, on va rester dans une forme assez liturgique, mais que finalement, dans ce lieu, on ressent finalement le sentiment d'enthousiasme. Mais enthousiasme au sens étymologique. Vous savez, quand on ressent au fond de lui-même ou qu'on se sent porté par un souffle qui dépasse sa simple condition d'homme.